dans le glomérule, vous diminuez la fraction de filtration, et donc réduire l'hyperfiltration, réduire l'hypertension intraglomérulaire, c'est protéger le néphron. Enfin, c'est protéger le glomérule. Donc, un effet qui a été découvert au fur et à mesure, et un effet qui est très important à prendre en considération, puisque une des indications des IEC, c'est néphropathie diabétique, des deux types d'ailleurs, vous avez vu, de type 1 avec protéinurie, et prévention des complications de néphropathie diabétique de type 2. Donc sur quelque chose d'aussi simple que ça, et là je vous l'ai fait vraiment raccourci parce qu'il y a quantité d'effets biochimiques sur la membrane basale, sur etc., etc. On termine par les effets métaboliques. Les effets sont neutres sur les lipides. Voilà, vous ne posez pas de questions. Et maintenant, quels sont les effets sur la glycémie? Ils sont bons, ils sont protecteurs. Ils sont protecteurs encore une fois. Pourquoi? Eh bien parce que trop d'angiotensine 2 au long cours donne du diabète. Bloquer l'angiotensine 2 au long cours diminue le risque de survenue du diabète. Un des mécanismes qu'on a retenu, c'est ça. L'angiotensine 2 découple le récepteur de l'insuline du transport du glucose. Donc d'un côté le récepteur de l'insuline, d'un côté le transport du glucose, l'angiotensine 2 fait le lien, cercle vicieux pour l'insulinorésistance, je ne rentre pas dans le détail, et vous bloquez cela avec la diminution de la production de l'angiotensine 2. Donc pourquoi est-ce que je vous parle des lipides et du diabète? Eh bien parce que quand vous traitez un hypertendu, que vous lui baissez sa pression, vous le faites dans un seul but, diminuer ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'âge, il y a le sexe, il y a la pression, il y a le cholestérol, il y a la glycémie et il y a le tabac. Voilà. Donc le tabac, bien entendu, vous demandez à aux patients de vous arrêter de fumer. L'âge et le sexe, vous n'y pouvez pas grand-chose. La pression, vous la baissez. La glycémie, vous essayez de lui demander de contrôler son syndrome métabolique et éviter que ça n'aille vers le diabète. Et puis les lipides, si les lipides sont trop élevés, il aura besoin d'hypolipémie. Et donc c'est ce qu'on appelle la prévention cardiovasculaire globale. L'hypertension, traiter l'hypertendu, c'est s'intéresser à la prévention cardiovasculaire globale du malade. Voilà pourquoi chaque fois que vous donnez un médicament, il faut vous poser la question, très bien, je baisse la pression artérielle, mais si par hasard j'ai monté la glycémie, c'est-à-dire j'ai traité un facteur de risque cardiovasculaire, mais j'ai laissé évoluer un autre. Et si j'ai un effet délétère sur les lipides, voilà. Et fort heureusement, ce sont des médicaments qui non seulement sont neutres sur les lipides, mais qui sont protecteurs à long terme sur l'apparition de diabète, et ça c'est une très très grande chance. Donc je ne rentre pas dans le détail, tout ça on ira plus loin une autre fois. Alors là, on a parlé de l'hypertension pendant un bout de temps, et maintenant, on va parler de l'insuffisance cardiaque. Deuxième grande maladie, deuxième grande révolution du traitement. En un mot, quand un patient est en insuffisance cardiaque, il a un mécanisme compensateur, que je vais vous expliquer, qui est l'activation du système rénine-angiotensine. Donc les IEC bloquent la vasoconstriction. Elles bloquent la vasoconstriction induite par l'angiotensine 2, sont donc des vasodilatateurs qui diminuent la post-charge du ventricule gauche. Si vous diminuez la post-charge d'un cœur défaillant, vous améliorez tous les indices. La baisse de la résistance, la baisse de la pression, vous augmentez le débit cardiaque, loi de Starling et autres mécanismes, vous augmentez la fraction d'éjection, vous baissez la PTDVG, pression télédiastolique du ventricule gauche, vous baissez la pression capillaire pulmonaire et vous ne bougez pas beaucoup la fréquence cardiaque. Donc tous les indices s'améliorent. Et c'était ça la très grande révolution des années 80. C'est-à-dire que ceux qui... ça s'est passé à Boston, dans un très très grand hôpital et une grande université, ils se sont dit, voilà, on s'acharne chez l'insuffisant cardiaque
à lui donner des médicaments qui vont augmenter la force de contraction du cœur. On s'acharne à trouver des inotropes. Mais ces inotropes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur un muscle qui est déjà tellement malade? En un mot, vous avez un marathonien, il arrive au 35e kilomètre, il est absolument épuisé. Et là, vous lui donnez de l'énergie pour qu'il puisse continuer à courir. Si vous aviez le pouvoir de lui changer la géométrie du parcours, vous diriez, bah, très bien, entre le 35e kilomètre et le 43e, on va lui faire descendre la pente. Il descend la pente, c'est beaucoup plus facile, et il arrive jusqu'au bout. Et bien, quand vous donnez un inhibiteur d'enzyme de conversion, vous diminuez la post-charge. Donc, c'est ce que vous faites. Vous diminuez la difficulté de l'exercice. Donc, le cœur éjecte contre un système résistif qui l'est beaucoup moins, et ce qu'on appelle l'impédance, c'est-à-dire la résistance à l'éjection d'un débit pulsatile, eh bien, la résistance à l'éjection cardiaque s'effondre, enfin, elle diminue. Et en diminuant, les propriétés mécaniques de contraction du cœur sont très largement améliorées. Voilà ce que font ces médicaments-là. Donc on a changé, ça s'appelle un changement de paradigme dans la pensée médicale et dans la pensée thérapeutique. En 1980, les chercheurs se sont dit, ça ne sert à rien d'augmenter la contraction du cœur, on va diminuer la résistance à l'éjection. C'était génial. Voilà. Donc ça a l'air tout bête ici, mais quand je vous le remets dans le contexte, je peux vous assurer que ça a été quand même des très très belles années. Alors en un mot, voilà le schéma de l'insuffisance cardiaque et de l'implication du système rénine-angiotensine. Il faut connaître la physiologie. Mon cœur est défaillant, le débit cardiaque baisse. Le débit cardiaque baisse, la perfusion rénale baisse. Vous savez, vous avez appris la physiologie de l'appareil juxtaglomérulaire, production de rénine en réponse à une baisse de perfusion rénale. Perfusion rénine, donc augmentation des concentrations d'angiotensine 2. Donc vasoconstriction, augmentation des résistances périphériques. On peut même rajouter quelque chose là-dessus qui ne dépend pas complètement du système rénine-angiotensine, mais si vous avez vu vos cours, toute baisse du débit cardiaque active le baroréflexe carotidien, puisque la pression baisse au niveau des baroréflexes, qui augmente le tonus sympathique. Donc c'est une cause supplémentaire d'augmentation des résistances périphériques. Et puis cette angiotensine plasmatique, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va augmenter les concentrations d'aldostérone, d'abord la sécrétion et la libération par la surrénale, et cette aldostérone va se retrouver dans le cœur, elle va se retrouver dans le plasma. Dans le plasma, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle agit directement au niveau rénal, tube contourné distal et terminal. Donc, rétention hydrosodée, donc on augmente la volémie. Voilà. Donc, j'augmente la volémie, j'augmente la résistance périphérique, énorme augmentation de la post-charge pour une fonction cardiaque qui ne le supporte pas, et donc baisse de la fonction cardiaque. Et puis, donc ça, c'est un premier niveau de réflexion. Et puis, on s'est rendu compte ces dernières années qu'il y avait un deuxième niveau de réflexion qui était tout le système de troubles du rythme associés. Pourquoi? Parce qu'on perdait du potassium, du magnésium, parce que l'aldostérone entraînait de la fibrose des artérioles coronaires et même de la fibrose interstitielle myocardique, augmentait les concentrations de catécholamines cardiaques, tout ça qui font des arythmies. Voilà. Et donc, les anti-aldostérones, en corrigeant la fibrose, mais on le reverra après pour cette quatrième classe de médicaments, sont des médicaments capables d'améliorer beaucoup le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Là, je suis allé un peu du simple au compliqué. Pour revenir au simple, retenez simplement trop d'angiotensine 2, donc trop d'aldostérone, trop de réabsorption hydrosodée, trop de surcharge, et vous retenez cette boucle-là. Voilà. On brise un cercle vicieux en interrompant avec un médicament. Conclusion pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Vous voyez, ils sont en vert partout. Voilà. Ils ont des indications pour toutes ces pathologies. Tous les 11 inhibiteurs de l'enzyme de conversion actuellement commercialisés sont indiqués dans l'hypertension artérielle.
seulement certains dans l'insuffisance cardiaque, seulement certains pour la prévention des complications cardiovasculaires chez les sujets à haut risque, seulement certains pour la néphropathie diabétique avec protéinurie et seulement certains pour la prévention des complications rénales. Donc c'est un très très gros volume d'indications pour une seule classe pharmacologique, qui reste donc le leader, top one, de cette pharmacologie du système rénine-angiotensine. Donc dans la demi-heure qui me reste, on va traiter les 3 autres parties, mais vous allez voir, je vais aller quand même beaucoup plus vite. Avant ça, je suis censé vous sensibiliser aux effets indésirables et vous allez comprendre grâce à la pharmacologie pourquoi. Pourquoi c'est des médicaments qui ont un potentiel formidable, mais il y a un risque quand même. Alors souvenez-vous de ce schéma. On a centré l'enzyme de conversion de l'angiotensine sur la transformation d'angiotensine 1 en angiotensine 2. Bon. Mais il y a un problème. L'enzyme de conversion de l'angiotensine, c'est la même chose que la kininase 2. Cette kininase 2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégrade la bradykinin en peptide inactif. Qu'est-ce qui se passe quand je donne un inhibiteur de l'enzyme de conversion? J'agis sur les 2 schémas. J'agis sur le CA, que je bloque bien entendu, donc moins d'angiotensine 2. Mais j'agis sur la kininase, que je bloque, donc moins de dégradation de la bradykinine. Donc je diminue l'angiotensine 2 et j'augmente la bradykinine. Rassurez-vous, la bradykinine, on n'en a pas des grosses quantités dans le sang circulant. Seuls certains sujets qui sont allergiques, qui ont une certaine facilité à libérer de la bradykinine après l'absorption de certains aliments ou dans certaines circonstances, se trouvent exposés à des taux de bradykinine circulant plus élevés, puisque au moment où la bradykinine est libérée, elle n'est pas immédiatement dégradée. Non, il y a un inhibiteur de dégradation circulante. Donc, les accidents allergiques sont plus fréquents chez eux. Voilà, c'est ça le risque. On a trouvé un très bon médicament de l'hypertension, mais le risque allergique est plus important. Alors, une photo, parce que ça vous comprendrez bien mieux, et puis vous serez peut-être amené à en voir en urgence ou en pratique. C'est ça. Ça, c'est la grande réaction grave. Angioœdème. Ça s'appelle aussi œdème angioneurotique ou œdème de Quincke. Donc là, on vous montre une langue qui a tellement grossi qu'on est obligé de donner de l'oxygène à ce monsieur qui respire par le nez. Parfois, il faut aller jusqu'à l'intubation. Et puis là, vous envoyez un autre qui a les paupières très gonflées, le nez, les lèvres. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle l'œdème de Quincke. Enfin, on vous en a déjà parlé probablement. Donc là, c'est ce qu'on appelle une réaction d'hypersensibilité. Vous avez 2 types de réactions. Vous avez des réactions de type allergie cutanée, grand urticaire, choc anaphylactique, effondrement de la pression artérielle, en particulier par quantité de substances vasodilatatrices. Et puis vous avez cet angioœdème très particulier qu'on appelle l'œdème angioneurotique. On reverra dans d'autres cours, mais on vous le redira tout le temps. Ces phénomènes-là sont très rares, mais des petits phénomènes beaucoup plus simples sont plus courants. Une petite paupière qui un matin est gonflée, voilà, puis qui disparaît en 2-3 jours. Et pourquoi? Un bout de lèvre qui est un peu gonflé, puis qui disparaît en 2-3 jours. Voilà. Ça peut être des manifestations d'œdème angioneurotique et il faut demander aux malades, et c'est une indication à arrêter les IEC. Autre chose qui est la première ligne, là il faut que je vous en parle, toux sèche et irritatif, beaucoup plus fréquent. Un patient sur 10. Un patient sur 10, sous IEC, se met à tousser. Une petite toux sèche, une petite toux, il peut faire le tour des pneumologues, des ORL, on ne comprend pas. Bah si. Première question à poser à un patient qui a une toux sèche, prenez-vous un IEC? Comme il ne sait pas ce que c'est qu'un IEC, vous lui citez bien tous les noms des médicaments.